Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors un thème super important pour tous les parents aujourd'hui ou les futurs parents parce qu'il faut s'y préparer aussi, comment parler de sexualité à nos enfants. Et aujourd'hui je suis accompagnée de Nadine et cette fois j'ai le couple du four avec moi. Bonjour à tous les trois. Bonjour Eric et le Rachel. Bonjour. On vous a séparés pendant 2 jours mais on se sentait mal. On s'est dit allez. C'est bon, tout va bien. Ça va mieux. Moi je sentais Eric perdu. Pas complètement, pas complètement. On a fait de belles émissions avec vous hier et avant-hier. Et aujourd'hui, un thème super important. On va vraiment prendre le temps. Ça va être un format un petit peu différent. Aujourd'hui, vous le verrez, on va avoir une longue rubrique famille parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on veut profiter un maximum de vous, Eric et Rachel, parce qu'on est vraiment bénis de vous avoir, surtout pour ce thème qui est très spécifique. Et puis, on va le voir, c'est un sujet qu'on ne sait pas trop comment aborder. Dans le milieu chrétien, il peut y avoir des tabous. À l'école, il peut y avoir des excès. Puis en tant que parents, on ne sait pas toujours comment se positionner, donc on a hâte de vous écouter tout à l'heure. Mais pour l'instant, donc on va commencer rapidement. On va aller vite parce qu'on veut rentrer dans le vif du sujet. On commence cette émission avec la pensée du jour. Alors que dans cette émission, on veut parler de comment parler de sexualité à nos enfants, j'aimerais parler de pourquoi en parler, juste pour mettre la table dans ce sujet ici, parce que certaines personnes peuvent se dire, ben moi, ça ne m'intéresse pas ou ça ne me concerne pas, mais c'est important que nous puissions, en tant que parents, peu importe notre arrière-plan culturel, décider de parler de sexualité à nos enfants. Et un texte que j'aimerais partager avec vous, c'est dans Genèse 24, les versets 54 à 58. Alors, je mets le contexte, c'est l'histoire d'Éliézer qui va aller chercher une épouse pour le fils d'Abraham. Et là, vous connaissez, elle va donner de l'eau, etc. Et ils vont aller dans la maison de Rebecca et tout ça. Et donc, le mariage se conclut, l'échange est fait. Et là, la Bible dit au verset 54, « Puis ils mangèrent et burent, lui et ses compagnons, et ils passèrent la nuit là. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi partir chez mon Seigneur. » Le frère et la mère de Rebecca dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu pourras partir. Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi repartir et que j'aille chez mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répondit, « Oui. » Et j'ai voulu lire ce texte parce que ce texte illustre un point. Ça veut dire que dans la famille de Rebecca, il y avait une conversation entre les enfants et les parents. Rebecca savait c'est quoi le mariage, etc. Il y avait une discussion dans ce sujet-là et elle a été incluse dans la prise de décision à savoir est-ce qu'elle doit partir ou pas. Elle n'était pas dans un flou par rapport à ça. Et beaucoup d'entre nous, nous avons grandi dans des familles où on est dans le flou par rapport à la sexualité. Beaucoup ont des enfants en ce moment et il y a tout un flou autour de la sexualité. Ils n'ont jamais entendu parler de la sexualité, ils en entendent parler à l'extérieur. Alors pourquoi est-ce qu'il faut parler de sexualité à nos enfants? La première raison, parce qu'elle fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, la sexualité. Et tôt ou tard, vos enfants, ils seront confrontés. Ils vont grandir. Leur corps va leur envoyer des signaux que voilà, il y a des hormones, il y a tout un changement qui va se passer. Donc, ils seront confrontés à cette réalité-là. La deuxième, c'est parce qu'il y a des valeurs qui sont attachées à la sexualité que vous devez transmettre à vos enfants. Les valeurs de pureté, les valeurs que la sexualité, c'est beau, ça a été créé par Dieu. Les valeurs que la sexualité, c'est pas une monnaie d'échange contre de l'amour, contre de l'affection, contre de la popularité, contre des cadeaux. Des valeurs que vous allez leur enseigner, que lorsque la société amène la sexualité, elle amène avec des valeurs qui sont contraires aux valeurs du royaume. La troisième raison, et c'est la plus importante, et moi, ça me brise le cœur à chaque fois. Lorsque je parle avec des femmes, et des fois même avec des garçons, c'est pour prévenir l'abus sexuel. Il y a énormément d'abus dans les familles, à l'école, dans l'autobus scolaire, au centre de sport, au parc, etc. Et des fois, il y a des enfants, ils ne savent même pas que cette partie de son corps est privée, c'est intime. Personne peut toucher ça. Il n'a pas appris ça à la maison. Et donc, du coup, il arrive quelque part et un adulte ou quelqu'un d'autre lui dit « Mais non, on peut toucher, on peut jouer. » Et c'est comme ça que beaucoup sont introduits des fois dans des choses où beaucoup sont abusés. Et il y a énormément d'abus sexuels. Il y a du tabou autour de l'abus. Pourquoi? Parce que déjà, à la base, vu que la sexualité est tabou, ben après, quand il y a abus, l'enfant est coincé, en fait, il ne sait pas en parler. Et vraiment, chers parents, je vous exhorte, sortez de votre gène naturel. Si c'est dans votre culture, ça ne s'est pas fait. Peut-être que vous l'avez appris à l'extérieur, mais soyez de la personne qui va dire, à partir de moi, quelque chose de nouveau va commencer. Dans ma famille, ça ne s'est pas dit, mais moi, je vais le faire. Et pour ma part,
J'ai des enfants en base. Quand mes enfants étaient petits, je leur ai dit, ça, voici comment ça s'appelle. Il y a un nom. Ça, c'est une main, ça, c'est un coude, ça, c'est un genou. Ben, ça aussi, ces parties-là aussi ont des noms. Il faut dire les vrais noms. Après, vous adaptez selon l'enfant, mais vous l'expliquez que c'est privé. Maman et papa peuvent te laver, nanana. Après, quand l'enfant arrive à un certain âge aussi, il y a une autonomie aussi qu'il prend par rapport à ça. Mais ça, c'est pour équiper votre enfant, pour l'outiller, pour faire face à la vie. Donc, vraiment, chers parents, écoutez le reste de cette émission pour être outillés à parler de sexualité à vos enfants. Merci beaucoup, Nadine. J'ai senti le cri du cœur. Ah, ça me fait mal, hein, vraiment. Excellent. On a senti la passion, bravo. C'était excellent. Vraiment, Ouais. vraiment, mais tellement important. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de négligence de ce côté-là, parce que soi-même, on ne nous l'a pas appris, parce que nos parents ne nous l'ont pas enseigné, parce qu'on ne sait pas comment aborder ce sujet-là. Et il y a un tabou aussi dans l'Église, de manière générale. Et j'aimerais vous partager aujourd'hui le verset du jour, qui est dans le Proverbe 22, au verset 6. « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Et quand on parle d'éducation, on parle de tout un tas de sujets, mais on parle aussi de l'éducation à la sexualité. Et sans plus tarder, je vous propose qu'on puisse tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec notre rubrique famille. Donc Eric, je te laisse la parole pour introduire ce thème très important. Merci Evelyne, et puis merci Nadine. Ce que tu as dit était vraiment... on chantait la passion, et tous les parents devraient être passionnés comme ça, parce que c'est vrai que malheureusement, il y a plein de tabous, et les tabous sont dangereux. Parce qu'en fait, on n'ose pas en parler à nos enfants, on croit qu'on va les protéger, c'est l'inverse qui se passe. Il y a des tabous dans les milieux chrétiens, parce qu'il y a du puritanisme, et on se dit, oh là là, le sexe, c'est sale, la sexualité, c'est ça. Il n'y a rien de sale quand c'est vécu selon ce que Dieu a prévu, et surtout que c'est lui le créateur de la sexualité. C'est pas Satan, c'est pas un mal nécessaire, et c'est pur, c'est beau, et c'est fait pour épanouir l'homme et la femme. Et donc c'est un facteur on va le voir, qui rapproche l'homme et la femme quand ils sont mariés, etc. Et donc c'est important, indispensable d'enseigner les enfants, dans le milieu chrétien aussi, et puis surtout parce que le monde va s'en charger, et 100% des êtres humains sont sexués, mais pas sexuel, dans le sens où, surtout quand on est un enfant, on a besoin d'être protégé, de garder l'innocence de l'enfant, comme vous l'avez très bien expliqué. Je pense que c'est donc indispensable, c'est notre rôle de casser ce tabou, de briser ce tabou, afin que l'enfant ne soit pas exposé trop tôt à des choses qu'il ne devrait pas vivre, à aucun prix, mais aussi qu'il soit averti que la sexualité, c'est pur, c'est beau, il y a des noms pour les parties de corps, il n'y a pas de gêne à avoir. Et donc faire ça le plus tôt possible, en l'adaptant à la croissance de l'enfant, en ayant un vocabulaire aussi adapté à son besoin, c'est absolument indispensable, et on peut le faire. Oui, et nous, on s'est déjà retrouvés face à des mamans qui nous disaient « Oh, moi, je dirais rien, ils découvriront tout le jour de leur mariage. » Oh là là. Déjà, s'imaginer qu'ils vont découvrir le jour de leur mariage, c'est une illusion. Effectivement. Mais c'est laisser un espace vide qui va être utilisé de la mauvaise des façons. L'image qu'on aime bien utiliser, surtout quand on parle avec des enfants, c'est comment est-ce qu'on forme des agents du FBI pour reconnaître la fausse monnaie? Eh ben, on leur montre la vraie monnaie. Et on les entraîne à bien connaître la vraie monnaie, comme ça ils vont pouvoir dépister les pièges. J'aime beaucoup ton approche, Nadège, comme on l'a dit, mais plus on explique, Nadine, pardon, plus on explique la vraie approche de Dieu par rapport à la sexualité, plus nos enfants seront équipés. Oui. Alors Dieu a bien fait les choses en fait. Il a mis à l'intérieur de nous le développement de ce côté être sexué dont tu as parlé, une étape après l'autre. Et quand on est parent, on va pouvoir accompagner nos enfants dès le démarrage de vie. Je ne sais pas si, mesdames, vous vous souvenez, quand vous aviez vos bébés dans le ventre, les échographies, nous, on avait des fils, tout plein. Tout plein. Tout plein. Et quand on allait faire l'échographie, une des grandes fiertés du papa, ce qui est marrant, c'est que notre fils fait la même chose, c'est quand nos fils avaient leur pénis en érection, à l'intérieur du ventre de la maman. Ça vous est arrivé de papa. Ben, on reconnaît tout de suite, on sait de quoi il C'est un s'agit. gars. J'ai eu qu'un garçon et j'ai eu qu'une échographie, j'ai pas eu ce privilège. Ah bah, Désolée. Mais donc, dans le ventre de la maman, les petits garçons ont déjà des érections. Est-ce qu'il y a quelque chose de malsain derrière ça? Non. C'est juste le corps qui fonctionne. Donc le côté être sexué se met en place dans notre corps dès le démarrage. Quand on est de grands-parents maintenant depuis peu, de deux petits magnifiques petits-fils. Deux petits-fils encore. Magnifiques. Encore des fils. Encore des fils. C'est Vous ça, êtes abonnés. Hein. Voilà, on est abonnés. Et ben, ça nous rappelle la première étape. Étape numéro 1. Quand un enfant naît, on le prend dans les bras et on lui dit « Qu'est-ce que t'es beau, on t'aime », on le regarde dans les yeux. Vous vous souvenez de ce moment-là? Quand on prend le petit, qu'on le regarde dans les yeux, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de lui dire « Tu es en sécurité avec moi, tu peux connecter
Tu peux me laisser regarder à l'intérieur de toi, on va pouvoir créer des liens et je vais te protéger. Et en faisant cela, en fait, ce que l'on est en train d'apprendre, d'enseigner à ce bébé, c'est quand tu vas grandir, tu vas pouvoir un jour connecter avec quelqu'un. Oui. Avec qui tu construiras, dans le cadre que Dieu aura voulu, Et être en sécurité dans cette relation. une sexualité sécurisée. Donc la construction de la sexualité, ça commence avec le nouveau-né. C'est la phase de l'attachement, hyper important. Est-ce qu'on peut tous faire ça et tous faire ça? A priori, oui. A priori, oui. Pas trop dur. Et les papas ont aussi un rôle à jouer. Voilà. Le papa peut aussi connecter et doit connecter avec son enfant aussi. Et on le voit, quand un papa le fait, l'enfant va s'attacher naturellement à son papa et connecter avec et le rechercher, etc. Tout à fait. Ouais. Et quand on a du mal en tant qu'adulte à s'attacher avec quelqu'un, peut-être qu'on peut retourner dans son enfance et se dire peut-être que moi j'ai pas eu ça. Et demander au Seigneur, viens guérir ce manque qu'il y a dans mon cœur en fait. J'ai pas appris à m'attacher, à connecter, viens amener de la guérison. Ça se voit dans la sexualité adulte. Jésus va amener de la guérison dans ta sexualité aujourd'hui par rapport à cette saison-là. Puis ensuite, le bébé grandit. Comme tu l'as très bien dit, Nadine, on leur apprend à nommer les parties du corps. Et si dire pénis ou petite lèvre, grande lèvre, le pubis, le vagin, c'est compliqué, entraîne-toi devant ta glace, maman ou papa. Parce qu'en fait, tu apprends le nez, les épaules, les pieds. Nomme les parties sexuées. Surtout que aussi. si l'enfant, en grandissant, sent qu'il y a une gêne de ses parents à nommer ces endroits-là, il va s'imprégner de cette gêne et en fait n'ira pas communiquer avec ses parents à cause de la gêne qu'il a ressentie. Il n'en connaît pas la cause, mais il sent qu'il y a quelque chose qui... c'est pas quelque chose dont on parle avec facilité, donc on va éviter le sujet. Oui. Et ça, c'est vraiment dommage, puisque l'enfant, évidemment, à un petit stade, déjà, va avoir des questions. C'est quoi pourquoi je suis différent de mon frère ou de ma sœur, et ça sert à quoi, etc. Oui, mais c'est très culturel. Je vous interromps 2 secondes, mais j'ai remarqué quand même, par exemple, en France, là d'où moi je viens de Suisse, mais j'ai vécu aussi en France, on aimait beaucoup donner des petits noms. Alors qu'ici, au Québec, j'ai rencontré des mamans quand je suis arrivée, et tout de suite, les vrais noms étaient donnés. Et j'étais, et au début, il y a un petit qui, avec mes enfants, je l'ai tout de suite fait, et c'est hyper naturel. Ils n'ont aucun problème à nommer leur partie. Dans une discussion, ça sort comme ça. C'est ça. Et je me souviens donc c'est quelque chose qu'on enseigne et vraiment, comme toi, moi on milite pour que les parents enseignent tout cela aux enfants. Et plusieurs fois, j'ai reçu des emails de mamans qui m'ont dit oui, alors justement, on a fait ça, puis j'ai eu des problèmes à l'école parce que ma fille est tombée et elle a dit maîtresse, je me suis fait mal au vagin. La maîtresse convoquait les parents. Ah oui, mais fou, il suffit d'expliquer. Mais oui, mais je veux qu'elle apprenne son corps tout entier. On met les vrais mots. Et on va commencer à dire c'est une partie privée, c'est un cadeau que Dieu t'a donné, personne n'a le droit d'aller toucher et regarder. Et si je peux me permettre, messieurs, les papas, eh bien c'est votre rôle aussi. C'est pas que c'est la maman qui s'en occupe, moi je veux rien avoir à faire avec ça. Non, non. C'est votre rôle aussi de désigner ces parties-là comme étant faisant partie de leur corps, comme étant belles, ayant des fonctions qui viendront plus tard. Mais c'est vraiment important que le papa prenne sa place aussi dans la normalisation de ces endroits-là dans le corps de l'enfant. Et là, on est toujours à l'étape numéro 2, entre 2 et 4 ans. Et c'est l'étape aussi où les enfants vont apprendre à être propres, en fait, à retenir les urines, les selles et à aller aux toilettes au bon moment. C'est une étape très importante de la construction de la sexualité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand on a 2, 3 ans, on apprend à reconnaître qu'il y a quelque chose de naturel à l'intérieur de moi, un besoin naturel. J'ai besoin d'aller aux toilettes, mais je ne vais pas faire pipi et caca partout. Je vais apprendre à timer. Oui, c'est mieux. Des fois, il y a des erreurs. On ne va pas les martyriser pour ça. Bien entendu, on va dire, il y a un moment, tu peux retenir, retiens, et tu vas aux toilettes. Et on apprend à canaliser un besoin naturel d'une façon naturelle et équilibrée. Et c'est une autre étape de la sexualité. Quand on arrivera à l'adolescence, l'enfant devenu ado aura en tête que, oui, j'ai une pulsion à l'intérieur de moi, mais je vais apprendre à la gérer, à la canaliser. Très important, on apprend aussi la maîtrise de soi par rapport à la pulsion sexuelle. Et malheureusement, l'actualité aujourd'hui nous montre qu'il y a beaucoup de jeunes hommes notamment, mais pas que, qui ne savent pas maîtriser cette pulsion sexuelle et sont soumis à la pulsion sexuelle comme si elle prenait l'autorité sur leurs décisions. En fait, il est possible de maîtriser, et même si ça n'a pas été enseigné quand on était petit, il est possible de maîtriser la pulsion sexuelle justement en la canalisant. De mettre des mots dessus, de reconnaître et de canaliser. Puis ensuite, on arrive à 4-5 ans, la phase de la curiosité. Et là, ça va être aussi une étape très importante parce qu'on va leur enseigner la pudeur. Quand un petit
nos deux petits-fils, là, courent partout tout nus parce qu'il a 12 mois ou 13 mois. C'est super mignon. Mais quand il a 5 ans, ça devient moins mignon. Et il y a un moment donné, il faut comprendre la pudeur. Et ça fait partie des choses que les parents enseignent. Pas en disant, ouais, c'est sale, cache-toi, mais non, c'est beau ce que tu as, ton corps est beau. On le protège, on le cache, c'est pas fait pour que tout le monde le voit. Et souvent, en fait, ça va venir spontanément dans le discours de l'enfant. Quand nous, on avait l'habitude d'aller nettoyer nos enfants et s'occuper d'eux, etc., aux toilettes, entre autres, quand ils nous chantaient leurs chansons, j'ai fini. Et à un moment donné, ils vont dire non, Oui, c'est bon. fini. Non, je me lave tout seul. Alors là, effectivement, les parents transpirent. Est-ce qu'ils se lavent tout seul? Est-ce qu'il va y arriver? C'est ça, ouais. Mais en même temps, c'est bien, parce que c'est synonyme, OK, maintenant, la pudeur est arrivée, et il ou elle veut s'en occuper tout seul, et ils ont besoin de cette intimité autour de ses organes sexuels, etc. Et c'est complètement normal, et c'est bon. Vous voyez, pour les parents qui ont du mal avec cette notion de comment je vais enseigner la sexualité à mon enfant, comprendre que ça démarre avec ces étapes-là, assez neutres quand même, puisque là, on parle de gérer les pulsions dans son ça corps. va quand même. Jusque-là, ça va. Oui. On peut tous le faire, mais c'est très important. Hein. On apprend l'attachement, on enseigne l'attachement, la sécurité. Ton corps, à quoi ça ressemble, on met les bons mots. On apprend à l'enfant à canaliser, c'est quelque chose de positif. On l'encourage. Et puis, on va peut-être se rendre compte que notre enfant touche son sexe. Et nous, on se retrouve avec des parents qui nous disent mais moi, j'ai ma petite fille qui se frotte le sexe contre la ceinture du siège auto, ou qui prend sa couverture, ou mon petit garçon qui se couche par terre et qui se frotte le pénis. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est sale? Est-ce que je dois le gronder? Et on voit des parents qui se fâchent. C'est dégoûtant, arrête de faire ça. Non, il faut qu'on revienne à ce que Dieu a prévu. Et en fait, la sexualité répond à des besoins très importants qu'il faut qu'on comprenne chez nos enfants. En fait, l'un des besoins essentiels auxquels la sexualité répond, c'est le besoin de réconfort et de récompense. Et en fait, elle a pour but, une fois que l'on est devenu adulte, qu'elle s'exprime pleinement, etc., de nous rapprocher avec notre conjoint chaque fois qu'on est dans un besoin de réconfort. Par exemple, j'ai eu un moment difficile, j'ai eu quelque chose où je ne me sens pas au top, où j'ai eu des échecs ou des moments compliqués à vivre. J'ai besoin d'être réconforté, ça va me rapprocher de mon conjoint. L'inverse est vrai. J'ai besoin de récompense quand je suis au top du top, j'ai eu des succès, etc. Je vais avoir une envie spontanée qui va me ramener vers mon conjoint, me rapprocher de mon conjoint. Mais avant cela, le besoin de réconfort, récompense, ça arrive à tout âge de la vie. Quand on a eu un moment difficile, on a besoin d'être réconforté, récompensé quand ça a été positif, au contraire. Donc comprendre cela va nous permettre de voir si l'enfant se frotte ou si l'enfant touche son pénis quand c'est un petit garçon, eh bien de dire est-ce que tu veux qu'on parle de quelque chose qui t'inquiète? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait faire du souci? Ou bien, donc, à ce moment-là, besoin de réconfort. Donc, au lieu de dire non, touche pas, c'est sale, arrête. On va prendre l'enfant, on va le prendre dans ses bras, lui donner un câlin. C'est un symptôme, c'est quelque chose appel au secours. qui attire notre attention, une indication. Et puis, ça peut être aussi, non, l'enfant a eu un moment extraordinaire, il a super bien joué, ça c'est super. Et en fait, ça va déclencher ce besoin d'une récompense, où il a réussi quelque chose de vraiment bien. Donc, ça doit être un indice pour nous, en tant que parents, qui nous dit « Ok, je vais m'occuper du besoin de mon enfant. De quoi est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu es super heureux ou bien est-ce que tu es inquiet ou inquiète ?» C'est souvent le besoin de réconfort quand ils sont plus petits, évidemment, mais c'est une réponse que le papa ou la maman peut apporter sans aucun problème, prendre l'enfant dans les bras, l'écouter, lui faire un câlin, etc. Et la petite question, comme à mon avis beaucoup de parents se posent, est-ce qu'on les laisse continuer ou on demande d'arrêter? On ne les laisse pas continuer, mais on vient répondre de la bonne façon. C'est-à-dire qu'on met des mots dessus. Ah, je vois que peut-être tu as besoin de discuter de quelque chose, même quand ils sont tout petits. Hein. Mais un petit même autour de 2 ans ou même avant, est-ce que tu as peur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te stresse? Et si l'enfant n'est pas encore en âge d'exprimer, on répond aux besoins de récompense et de réconfort. Comme ça, on est sûr de réussir. Il y a un des deux qui sera juste pour l'enfant. Donc, j'ai une question justement par rapport à ça. Est-ce qu'un parent qui voit son enfant faire ça, c'est un indicateur que l'enfant est exposé à quelque chose ou un enfant peut le faire spontanément? Alors, l'enfant peut le faire spontanément, simplement parce qu'il n'a pas assez reçu de récompense ou de réconfort. Ça ne veut pas mettre un poids sur les parents, parce que des fois, on donne, et on se dit, mais c'est pas possible, je lui ai dit 10 000 fois qu'elle était belle aujourd'hui, ma fille. Peut-être qu'elle a besoin de 10 000 fois et une. Oui. Et ça ne veut pas dire que tu as mal fait ton travail de maman ou de papa, mais juste là, il y a besoin de plus. Ça va dépendre de la personnalité de l'enfant. Alors, c'est pas forcément un symptôme qu'il y a quelque chose de mauvais qui se soit passé.
Voilà. Surtout quand on voit qu'ils recherchent un soulagement, en fait. On voit la recherche de soulagement, ça veut dire qu'ils ont vraiment un besoin légitime. Donc, on valide le besoin légitime. Je vois que tu as peut-être besoin d'un câlin, ou qu'on aille danser ensemble, ou qu'on aille faire du sport si tu es un gars. Tu as besoin de quelque chose, je vais y répondre avec toi, de façon légitime. Ça change tout, même si vous utilisez un langage comme ça, un peu soutenu pour un petit, mais on valide le besoin, parce que c'est un besoin légitime, et on y répond de façon légitime. Et je veux y revenir encore à chaque fois, mais papa, vous avez une fille, vous pouvez danser avec elle, vous pouvez jouer avec elle. Un gars, vous pouvez aller faire un peu de foot ou de la lutte. Moi, avec tous mes gars, on se battait. Les gars ont besoin de se battre pour dire « je t'aime » à leur papa. Se battre dans le sens, on fait du judo ensemble, etc. La bataille. Hein. On fait des batailles. Du catch parfois. Du catch, voilà. Et c'est suffisant. En fait, papa, ne dites pas « non, mais moi, je peux pas, je sais pas faire. » Non, c'est toujours possible pour un homme de le faire aussi. Il n'y a pas de souci. C'est vrai. Tout ça, on est en dessous de 5 ans. Oui. Et puis, autour de 5 ans, là, on arrive dans l'étape suivante, la curiosité. Là, les questions vont commencer. Dis, maman, comment on fait un bébé? Ok. Dis, alors généralement, dis, papa, comment on fait un bébé, va voir maman. C'est clair. Ok. Peut-être qu'ils ont vu une maman enceinte, peut-être que c'est vous qui êtes enceinte, madame, ou peu importe, la question va arriver, c'est sûr, c'est très très bien. Il faut l'accueillir. Ah, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que tu sais déjà? On en retourne pour être sûr de leur donner en fonction de ce qu'ils savent. Ah ben j'en sais rien, je t'ai rien dit, maman, comment on fait un bébé? Eh ben on commence par une explication très simple. Papa et maman s'aiment très fort et ensuite il y aura un bébé. Je pense qu'il faut éviter les abeilles, les choux-fleurs, les roses. La cigogne. Faut pas mentir. Oui, mais par contre, peut-être la règle d'or, avant que tu continues, c'est de ne jamais donner à l'enfant plus d'informations que ce qu'il ou elle a demandé. Parce que souvent, on se dit, OK, j'ai ma fenêtre d'opportunité, je fais tout en une fois et j'y reviendrai plus jamais. Non, grosse erreur. Non. En fait, on peut faire mal à un enfant si on lui donne des informations pour lesquelles il ou elle n'est pas mûr. Oui. Et ne demandez pas et n'imaginez même pas que ça puisse exister. Donc, réfrénons le « je balance tout et c'est terminé ». Non. On pose la question, tu veux savoir quoi? Tu en es où? Et on donne juste la réponse à la question et ça va s'arrêter. Puis l'enfant reviendra peut-être 6 mois plus tard, 1 an après ou autre. Donc si c'est la première fois, papa et maman s'aiment très fort, ça donne un bébé. Et puis, oui, mais comment ils s'aiment très fort? Ben justement, tu vois, papa et maman, ils sont mari et femme, et Dieu a prévu des choses formidables. Et il se passe des choses dans le secret de mari et femme, et ça donne un bébé. Et puis, il y a une graine que papa... Donc, on construit, en fait. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure de la demande. À chaque fois, ça va plus suffire. Ils vont venir. Vous savez, les enfants, ils aiment bien regarder le même dessin animé 150 fois. C'est vrai. Et ben, c'est parce que ça les rassure de connaître la réponse. Et donc, ils connaissent la fin de l'histoire, ça les rassure. Ils vont revenir, on redonne la même chose. Papa et maman s'aiment très fort. Ils vont dire, oui, mais comment exactement? Allez, hop, on rajoute une information supplémentaire. Il y a chez papa une graine en forme de... Ça s'appelle un spermatozoïde. Chez maman, il y a une graine plus grosse, c'est un ovule. Et à un moment donné, ils vont se rencontrer. Et voyez, on construit comme un pulse. Et au bout d'un moment, ils vont être prêts à... Et bien voilà, tu as remarqué, les hommes et les femmes ont des sexes différents. Bah, tu vois, et là, on va jusqu'au bout des explications. Et on s'apprête, on se garde prêt à accueillir toutes les questions. Parce qu'on va avoir des questions intéressantes. On en a eu des questions intéressantes avec nos gars. Plus rapidement, mais comme nos gars ont grandi au bord de la jungle, dans un pays où il y avait vraiment peu d'accès à la télévision, etc., une fois, j'ai eu un de mes fils qui m'a posé une question. Je voyais qu'il était stressé, il était tendu, et c'était très sérieux. Il me dit, papa, j'ai vraiment une question par rapport à la sexualité et tout. Je dis, bon, mon fils, vas-y, quoi. Et en fait, il avait vu dans les rues des chiens s'accoupler. Copuler. Ah, bah oui. Et donc, je ne sais pas si vous savez bien, mais les chiens restent coincés, ça a l'air douloureux pendant un bout de temps. Et donc, lui avait basé sa compréhension de l'acte sexuel sur celui des animaux qu'il avait vus. Pas super inspirant. Non, et alors, il m'a dit, papa, très grave, est-ce que quand je vais rentrer mon pénis dans le vagin de ma femme, quand je serai marié, parce qu'il avait les termes, il dit, est-ce que je vais rester coincé dedans pendant 9 mois jusqu'à ce que la tête du bébé me pousse à l'extérieur. Oh, c'est génial. Et alors, il a fallu que je me morde les joues pour ne surtout pas éclater de rire, parce que c'était sérieux. Je savais que c'était sérieux, et lui, il rigolait pas du tout, mais j'ai eu le privilège à ce moment-là de dire, mon fils, non, en fait, et je lui ai parlé du fait que l'érection s'arrête et qu'en fait, il resterait pas coincé, ce serait pas douloureux. Parce que pendant 9 mois, coincé à rien faire, il se voyait pas, vraiment pas. Voilà, donc c'est des questions qui peuvent être surprenantes, mais on y répond sans éclater de rire.
avec sérieux parce qu'en fait, c'est des vraies questions pour eux. Oui. Et puis, on va arriver ensuite à l'âge préadolescent, où là, les hormones vont commencer à travailler, le corps des garçons, alors ils vont commencer à sentir moins bon, ils vont perdre leur cerveau, la testostérone va avancer. Il faut les aider à se préparer à vivre cette transformation. Chez les gars, l'arrivée de la testostérone est très perturbante. Nos garçons nous ont dit, mais j'ai cru que tu perdais la tête. Ah oui. Vos garçons vont avoir des poussées de colère Oui. à cause des poussées de testostérone. Dites-leur que c'est normal. C'est ça. Super important de rassurer les gars. Et donc là, c'est là que le physique, le sport, l'activité physique sous diverses formes va être absolument essentiel pour les gars. Les filles aussi, vous avez la testostérone. Il faut leur parler du cycle et des règles qui vont arriver. Pas qu'elles se retrouvent un matin avec du sang en se disant « est-ce que je suis en train de mourir ?» Et je traite aujourd'hui des femmes qui n'ont pas été prévenues à temps et qui étaient... c'est traumatisant. Traumatisées. Si elles souffrent à cause de règles douloureuses, emmenez-les voir un médecin. Parce que des règles douloureuses non traitées vont induire une sexualité douloureuse, une féminité rejetée. Donc ce sont des moments importants à l'adolescence. On parle, on les laisse exprimer et on accompagne la transformation du corps. Et comme tu l'as très bien dit Nadine, à l'adolescence, les enfants doivent savoir à 13 ans que la sexualité est un cadeau de Dieu, qu'il y a un cadre que Dieu a donné, et que cette pulsion sexuelle qu'ils ressentent, ces pulsions sexuelles sont normales, elles fonctionnent avec leurs hormones. Elles ne sont pas un péché Non. quand on est chrétien. Et on va pouvoir apprendre à les canaliser. Absolument. Et puis, il faut qu'ils sachent aussi qu'on est heureux en tant que célibataire, être sexué en canalisant notre sexualité de façon physique, et que la sexualité partagée, dans le cadre du mariage, c'est un cadeau de Dieu qui représente la relation de Christ à l'Église. Et en fait, en faisant tout ça, tout au long des années où Dieu nous confie un enfant, eh bien, on les équipe à reconnaître la beauté de la sexualité, mettre des mots dessus, savoir quoi répondre aussi face au monde qui leur dit tu peux décider si c'est un garçon ou une fille, ou tu dois essayer avant de savoir. Non, je comprends ce qui se passe dans mon corps, je comprends ce qu'est la sexualité, et je comprends le cadre que Dieu a prévu, et je suis un être entier, épanoui, en tant que célibataire et un jour en tant que mari ou femme, si c'est ce que le Seigneur a pour ma vie. C'est un cadeau que l'on fait à nos enfants quand on les équipe de 0 à jusqu'à ce qu'ils soient prêts à s'envoler, en fait. Et même après, quand les enfants se marient, c'est bien d'être là pour répondre à leurs questions, etc. Après, on attend qu'ils nous posent des questions. Oui. C'est Donne plus ça. de conseils. On ne rentre pas dans la sexualité de nos Non, enfants. Non, Surtout pas. Mais on est là, s'ils ont envie d'en Ouais. discuter, on est là. C'est un vrai cadeau que de s'investir dès le plus jeune âge. Génial, merci. Je crois qu'on aurait aimé que ça dure encore plus Ouais, longtemps. c'est sûr. On est suspendu à vos lèvres, c'est tellement important. Puis on a rarement l'occasion de traiter en profondeur comme ça d'un tel sujet. Alors merci à tous les deux d'avoir accepté, parce que Nadine et moi, c'était vraiment la rubrique qui nous tenait à cœur. On était à fond, faut qu'on en parle, parce qu'il y a vraiment des besoins. Donc, comme toujours, je vous invite à réécouter la rubrique, à mettre en pratique et puis à ne pas avoir peur. Ce n'est pas un tabou. La sexualité est belle, et si vous-même, vous avez été mal enseigné, vous avez une certaine maladresse, eh bien, faites le pas. Commencez petit à petit, comme Rachel disait, répondez aux questions, n'ayez pas peur et brisez en fait ce cycle de tabou qui est peut-être dans votre famille de génération en génération. Vous pouvez être cette maman, ce papa qui va faire la différence et qui va permettre à son enfant d'être à l'aise avec sa sexualité et ensuite même de l'enseigner à ses propres enfants. Merci vraiment d'être venus Merci sur beaucoup. Bonjour chez vous. Toujours un plaisir de vous avoir. Partagez. Vous savez, vous êtes bienvenus quand vous voulez. Hein. Alors demain, les Dufour ne seront malheureusement plus avec nous, mais nous serons là. Et on va parler de la Bible. La Bible répond-elle à toutes les questions? C'est le sujet qu'on abordera, et on aura une rubrique réponse d'experts avec Stéphanie Rieder. La véracité de la Bible peut-elle être prouvée? Non, finalement, c'est pas ça? Non, ce n'est plus ça. C'est une suspense de ce qu'on aura demain. Dans ces cas-là, apparemment, le planning a changé et je ne le sais pas. Quoi qu'il en soit, surprise pour demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.
Faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.